Le deuil, en fait, là, ça va être la perte d'un futur avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a donc un travail à redéfinir le futur, le construire sur de nouvelles bases. Allô Sandrine! Salut Laetitia! On se retrouve aujourd'hui pour filmer un autre épisode. Oui, aujourd'hui, la thématique de l'épisode, ça va être le deuil. Je pense que ça va pouvoir aider plusieurs personnes parce que le deuil, on va en parler, mais il y a plusieurs types de deuil. Parfois, on s'imagine la perte d'une personne, mais on va vraiment aller plus profond dans c'est quoi un deuil, puis comment on peut le vivre aussi. Exactement. C'est vraiment un sujet intéressant, le deuil. Puis moi, il n'y a pas comme... Tu sais, dans mes suivis, je l'utilise tout le temps, ce terme-là. Puis pas juste pour parler de la mort biologique d'une personne, mais pour parler vraiment de la perte. Oui. En fait. Si on aurait pu l'appeler, cet épisode-là, le deuil et la perte. Ouais. Puisque c'est deux concepts qui viennent bien ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est le deuil? Oui. Le deuil, en fait, il s'agit de l'état affectif douloureux provoqué par la mort d'un être aimé et de la période de douleur et de chagrin qui va suivre cette disparition. Cependant, bien que cette définition désigne la réaction au décès d'un proche qu'on aime, qui plus est, toute perte ou transition marquant la vie d'une personne peut représenter un deuil. Ouais. Donc, nous, on va y aller avec cette deuxième définition-là, c'est-à-dire la perte de quelqu'un ou de quelque chose, puis pas nécessairement quelqu'un ou quelque chose qu'on aime. Tu sais, ça peut être, on va le voir un peu plus tard, mais j'en parle souvent aux gens de mon entourage, mais le deuil d'un parent absent est difficile. C'est pas juste le deuil du bon parent qui est difficile, le deuil du parent absent aussi l'est. Puis je vais l'expliquer un peu plus tard pourquoi. C'est ça aussi qu'on va pouvoir aborder, je pense, qui est pertinent parce que parfois certaines personnes vivent une situation et ne comprennent pas pourquoi sont autant tristes, autant en colère, mais parce que le deuil, ça peut pour être... Dans le fond, le deuil, ça a en lien avec plusieurs situations. Puis, qu'est-ce qui peut être aussi un deuil? On a les séparations. Donc, aussi la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, d'une belle relation, mais aussi d'une relation qui était plus difficile. On a aussi la perte ou la diminution de nos capacités, que ça soit mentale ou physique. Puis, on a la perte d'une possibilité. Tu sais, parfois, on s'imagine pouvoir faire ça ou pouvoir être accepté à ça. Mais l'imagination aussi qu'on a eue, on peut vivre un deuil aussi parce que c'est une sorte de perte. On perd qu'est-ce qu'on s'était imaginé. Absolument. Moi, un de mes films préférés, là, c'est Little Miss Sunshine. Je sais pas si tu connais ce film-là, donc j'imagine que tu l'as pas non plus vu. En fait, là, dans ce film-là, il y a un personnage que son rêve, c'est de travailler dans l'aviation, plus précisément l'armée de l'air, si je me souviens bien. C'est ce personnage-là, je ne me rappelle plus son nom, mais il est interprété par l'acteur Paul Dano. Et tu sais, c'est son rêve. Puis au début du film, il fait un vœu de silence. Ça fait 1 an qu'il parle pas pour pouvoir s'imposer une discipline pour se prouver à lui-même qu'il est capable. Et vers le 2/3 du film, 3/4 du film, dans le fond, il réalise qu'il est daltonien. Il ne savait pas du tout. Il réalise, là, quand même, là, on s'entend, je pense, 2 mois avant d'appliquer à l'armée de l'air. Mais ça fait en sorte qu'à cause qu'il est daltonien, jamais de sa vie, il va pouvoir devenir pilote. Parce que ça fait partie des conditions essentielles que de pouvoir percevoir les couleurs, d'avoir une vue parfaite. Et là, il a le deuil d'un rêve. Il a le deuil d'une possibilité. Et ce deuil-là est très, très, très dur à vivre. Donc là, je l'illustre à partir d'un exemple fictif, mais je pense qu'on peut aussi se questionner dans nos vies. Tu sais, c'est pas pour rien que les rêves qu'on avait quand on était enfant sont plus toujours les mêmes qu'on a maintenant. C'est qu'à un certain moment de notre vie, on a vécu le deuil de nos rêves. Ouais, puis il y en a certains qui ont été plus faciles à vivre, mais il y en a d'autres qui ont été plus difficiles. Exact. Et le deuil, en fait, là, ça va être la perte d'un futur avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a donc un travail à redéfinir le futur, le construire sur de nouvelles bases. Un concept en psychologie qui est super intéressant dans le développement de l'enfant, on va parler du deuil, par exemple, du parent parfait.
C'est-à-dire cette réalisation-là que l'enfant a, que son parent n'est pas parfait, que son parent a des défauts, que son parent va le décevoir. Ça, c'est difficile pour l'enfant parce que pour l'enfant, le parent, il est tout, il est parfait, il a toutes les qualités, il n'y a aucun défaut. Et quand il réalise que c'est pas le cas, tout son univers affectif s'écroule et est à reconstruire en quelque sorte. Puis parfois, je pense qu'on peut le voir aussi que si on n'a pas vécu ce deuil-là, tu sais, à 100%, mais on va s'attendre encore, quand on peut être plus vieux, que certaines personnes soient parfaites parce que pour nous, c'est la normalité, là. Exactement. Là, ça va être d'accepter que personne n'est parfait, là. Exactement, oui. Donc, on peut pas parler du deuil, en fait, sans parler de perte, comme je le disais un peu plus tôt. Et il y a différentes catégories de pertes. Oui. Sandrine, est-ce que tu voudrais présenter un type de perte? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci, Laetitia. Il y a la perte traumatique. En fait, qu'est-ce que c'est la perte traumatique? Ça va être des difficultés accrues à faire le deuil. La vie peut ensuite sembler dénuée de sens, injuste et imprévisible. C'est très, très fort, là, parce que comme on parlait tantôt, là, ça va redéfinir notre rapport avec notre environnement, avec notre vie. Et là, la vie va nous sembler plus de sens, injuste, imprévisible. Ça la redéfinit complètement et de manière très, très négative. Dans une perte traumatique, il y a un risque de blessure morale et un besoin accru de soutien. Donc, un très, très, très gros besoin de recevoir du soutien. Des exemples de perte traumatique, la mort inattendue, soudaine ou prématurée. Donc, la perte d'un enfant, par exemple. Puis la perte d'un enfant, on ne parle pas nécessairement de la mort, ça peut être que l'enfant nous est retiré. Par exemple, ça peut être qu'on en perd la garde. Tu sais, on s'entend là, que c'est des pertes, là, sans nécessairement être juste la mort. Un autre exemple, un décès accompagné de souffrance. Quelqu'un qui souffre avant son décès, c'est traumatique. C'est traumatique de le voir, là. Oui, on veut que la personne mette fin à ses souffrances. Puis là, encore une fois, la souffrance, ça peut être psychologique aussi. Ça peut être une personne qui était suicidaire, par exemple, qui vivait des grosses difficultés dans sa vie à ce moment-là. Le décès qui est jugé inévitable. Ça, c'est difficile aussi, beaucoup, même traumatisant. Un décès ou des circonstances qui sont jugées comme inéquitables ou injustes. Là, je vais donner un exemple aussi pour celui-là, mais par exemple que moi, j'ai une amie qui, elle, est décédée parce que son ami avait conduit en état d'ébriété, puis c'est lui qui conduisait. Puis elle, dans le fond, elle est décédée, mais pas lui. Puis elle a été sage, elle a pas bu. Ben là, je pourrais trouver ça traumatisant. Parce que, le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, de me dire, il me semble que c'était à lui de mourir. Puis c'est souvent le genre de pensée qu'on n'osera pas non plus dire. Donc, on va se sentir encore plus seul parce qu'on n'osera pas parler de ces pensées-là. Ces pensées-là, derrière ce sentiment-là d'injustice. Mais aussi, encore une fois, le décès d'un enfant va être souvent une perte traumatique assez forte. Ensuite, on a aussi pour d'autres types de pertes, la perte ambiguë. Dans le fond, ça va être... c'est très difficile parce que souvent, la personne qui va vivre une perte ambiguë, mais ça va être comme pas trop clair. La personne va vivre beaucoup de l'angoisse, puis va avoir une quête de réponse. Fait que je vais vous donner des exemples pour plus comprendre c'est quoi une perte ambiguë. Ça peut être d'avoir la perte d'une personne physiquement disparue. Donc, elle est disparue, cette personne-là, on ne la retrouve plus, on ne sait pas comme est-ce qu'elle est encore en vie, est-ce qu'elle ne l'est pas, mais c'est une sorte de perte. On a ensuite personne qui est physiquement encore vivante, mais psychologiquement disparue. Par exemple, la personne qui vit avec l'Alzheimer. Ça aussi, c'est une sorte de perte très difficile à vivre parce qu'on voit la personne, mais elle ne nous reconnaît plus, elle n'est plus capable de faire sa vie en tant que telle. Là. Ensuite, on a la perte sans compréhension claire ou conclusion réelle. Dans le sens que ça n'a comme pas été, mettons, dit spécifiquement que c'est une perte, mais ça ressemble à une perte. On se pose encore beaucoup de questions. Donc ça, souvent, c'est tu réalises pas si ça l'est vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a le mot ambigu là, dans le terme de la perte.
Oui, donc par exemple, je sais pas moi, un parent que son enfant vient de moins en moins le voir, vient plus au souper de Noël. Ben tu sais, il n'y a pas eu de conclusion claire, de finalité réelle, mais ça reste qu'il y a quand même l'impression de l'avoir perdu un peu. Ouais, exactement. Tu sais, c'est pas explicite là, mais il y a quand même, je ne le vois plus, je ne sais plus ce qu'il devient vraiment. Ça peut être ça aussi des fois avec des amitiés, tu sais, Ouais. sans qu'il y ait une coupure directe ou une discussion. Exact. Juste les deux personnes s'éloignent doucement, puis là, souvent, on ressent la perte pareille, là. Ah oui, ben oui, vraiment. Il y a aussi la perte symbolique. Ça, c'est des pertes qui ne seront pas physiques, qui vont malheureusement souvent être peu reconnues, mais ils sont valables et ont intérêt à être pleurés. Wow. Tout comme les autres pertes. Par exemple, la perte d'identité, la perte d'une relation, d'un emploi ou même d'espoir et de rêve. Mais tu sais, c'est symbolique parce que justement, c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas quelque chose qui est disparu en soi. Quelque chose qui est important pour nous, mais qu'on ne voit pas. Puis c'est pour ça aussi que tu dis que parfois ça peut être plus difficile parce que les autres ne le voient pas. Tu sais, c'est une perte d'identité. Premièrement, si t'en parles pas beaucoup de monde vont le savoir. Puis si tu l'as jamais vécu non plus, ben tu vas pas être capable de reconnaître les signaux, là. Donc ça, c'est souvent, on le dit beaucoup, les humains, on est très... quand on voit la chose, c'est plus réel, mais ce genre de perte-là, c'est souvent une perte qu'on voit moins. Exactement, exactement. Donc là, on a regardé un petit peu c'est quoi les types de pertes. Oui. Il y a aussi des types de deuil. Oui. Je vais commencer avec le premier, le deuil d'anticipation. La définition, dans le fond, ça va être réaliser que la mort d'une personne est inévitable ou imminente. On sait que ça va arriver, puis ça peut être lié avec des pertes physiques, mais aussi non physiques. T'sais, ça peut être en sachant que la personne, par exemple, son Alzheimer, augmente de plus en plus. On sait que d'ici quelques temps, elle ne pourra plus pantoute nous reconnaître ou être capable de faire ce qu'elle faisait d'habitude dans sa vie. Donc, c'est les exemples. Mais comme j'ai parlé un petit peu, on a dans le fond, les proches en fin de vie. Donc, quand quelqu'un est en fin de vie proche de nous puis qu'on va l'accompagner là-dedans, c'est drôle, j'avais même pas lu l'autre qui était écrit, mais la perte du bal de finissant durant la COVID. Ce que j'ai vécu. T'as vécu ça? Ben plus? oui, donc ça va être une bonne exemple. Parce que on a comme, je sais tout à 100% comment ça s'est passé. On écoutait la conférence de presse, puis le premier ministre nous dit, vous pourrez pas avoir de bal. Mais on n'était pas sûr. Mais là, on savait que ça l'avançait, puis on espérait quand même qu'on ait un bal, puis en fin de compte, non. Tu sais, il n'y a pas eu de bal. Fait qu'on s'attendait à savoir que la journée qu'on était supposé avoir notre bal, ça allait être une journée très difficile, là. Exact, ouais. Vous l'avez vu venir, mais ça change pas nécessairement que ça a été une grosse déception à ce moment-là. Oui, exactement. Il y a aussi le deuil traumatique. On parlait tantôt de la perte traumatique. Le deuil traumatique, pour sa part, c'est lorsque le traumatisme et le deuil vont survenir en même temps. Donc, la personne est à la fois en deuil, mais va aussi avoir des symptômes de traumatisme. Ça peut entraîner de la tristesse, du stress et de l'épuisement émotionnel. Il va y avoir quelques signes qu'une personne va vivre un deuil traumatique. Par exemple, des comportements autodestructeurs. Un sentiment profond et persistant de culpabilité aussi, de se remettre en bas, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu sauver cette personne-là, comment j'aurais pu sauver la situation, d'avoir une faible estime de soi, souvent aussi d'avoir des pensées suicidaires ou des comportements violents, des soudains changements de mode de vie ou sinon drastiques aussi. Donc, tu sais, c'est quand même des signes qu'on peut observer, qu'on aurait intérêt plutôt à observer chez les proches, qu'on sait qu'ils vivent un deuil qui est difficile. Oui, je pense que c'est très important de s'assurer d'être proche de la personne qui vit un deuil puis de regarder ses symptômes, ses signes, parce que un deuil traumatique, ça a quand même une grosse envergure aussi, puis la personne va avoir besoin de soutien plus, donc soutien psychologique, soutien avec des médecins et tout, là. Exactement, puis tu sais, les problématiques long terme qui vont en découler, des fois, c'est des problématiques qui vont être associées justement à ces signes-là. Si la personne, justement, commence à avoir des comportements destructeurs, bien peut-être que le deuil va se prolonger
à travers les impacts négatifs des comportements autodestructeurs, par exemple. Ouais. Puis aussi, d'un autre côté, ces comportements-là autodestructeurs, c'est peut-être une manière que l'attention soit mise ailleurs que sur le deuil. Ouais. Donc, il va être résolu moins rapidement, par exemple. Donc, c'est un deuil à ne pas prendre à la légère. Il n'y a aucun deuil qui sont à prendre à la légère, mais je pense que celui-là non plus. Exactement, oui. Ensuite, on a le deuil non reconnu. Donc, ça va être quand une perte n'est pas socialement acceptée ou prise au sérieux. Oui, ça peut être accepté, mais les personnes vont pas venir autant être là pour toi si tu vis cette perte-là. Donc, ça va être difficile parce que souvent, il va y avoir moins de rituels. Il ne va pas nécessairement avoir de funérailles ou non plus un soutien des institutions ou juste un soutien de nos proches. Là-dedans, on peut avoir les fausses couches. Ensuite, on a aussi la rupture. On peut avoir la perte d'un emploi, aussi la mort d'un animal de compagnie. Puis, par rapport à la mort d'un animal de compagnie, quand j'ai fait mon stage, c'est pas moi personnellement là, qui a eu ce suivi-là, mais il y a une des travailleuses sociales qui a eu un suivi parce que quelqu'un avait perdu son chien. Puis tu sais, au début, on peut se dire, mais voyons, cette personne-là va consulter parce qu'il a perdu son chien. Mais oui, tu sais, pour certaines personnes, leur animal est autant important qu'un humain, ils les aiment autant qu'un humain, donc de voir aussi que les deuils qui sont non reconnus, peut-être qu'il n'est pas reconnu pour toi, mais pour l'autre personne, oui. Exactement. C'est ça, tu sais, faut replacer le deuil et la perte chez la personne et non à travers nous, ce qu'on ressentirait nécessairement là. Il y a aussi le deuil cumulatif. Donc ça, c'est quand on accumule plusieurs deuils à la fois. Ça peut survenir souvent dans un emploi où l'on côtoie beaucoup la mort. Donc, en intervention, justement, dans des milieux hospitaliers, dans la santé, dans les résidences pour personnes âgées, par exemple, qu'on pourrait le côtoyer beaucoup aussi. Ça, c'est à faire attention parce que, tu sais, des fois, on va avoir le sentiment que ça ne nous affecte pas parce qu'on est capable de mettre notre masque professionnel, on sait le protocole à agir, on se réfugie derrière ce rôle-là. Mais une fois qu'on l'enlève, on se rend compte que ça nous affecte. Puis justement, quand on parlait que c'était notre relation avec la vie puis la mort est à redéfinir, ben pas notre relation avec la vie, elle change quand on côtoie la mort aussi souvent. Oui. Vraiment. Je laisse dire le dernier. Le dernier qu'on va plus prendre le temps d'expliquer, c'est le deuil complexe. Ouais. Donc, ça va être quand le deuil, en fait, va dominer la vie d'une personne pendant une période prolongée. Par exemple, tu as vécu un X deuil, puis ce deuil-là dure plusieurs années. Tu sais, tu as les mêmes symptômes, les mêmes ressentis physiques ou émotionnels, autant intenses sur une très longue période de temps. Donc ça, on pourrait dire que quelques risques peuvent augmenter lorsqu'on ne prend pas le temps d'analyser son sentiment après une perte ou comment qu'on va. Parfois, on veut rapidement se dire c'est terminé, tu sais, pour X raisons, que ça peut être le deuil d'une personne, c'est fait, la personne est décédée ou une situation, je sais pas, j'ai perdu mon emploi, ok, je passe au prochain. Mais si on prend pas le temps de vivre nos émotions, de voir comment on se sent, pourquoi, qu'est-ce qu'on a, juste réfléchir de qu'est-ce qu'on a aimé de cet emploi, de cette personne, qu'est-ce qu'on a moins aimé, comment on veut vivre la situation. Si on prend pas le temps de vivre ça, ben ça se peut que ton deuil se prolonge beaucoup plus. Exactement. Ouais, tu sais, qui va comme pourrir en toi. Puis qui va garder des impacts pendant hyper longtemps. Ouais. Il y a plusieurs autres types de deuil qu'on va peut-être l'aborder un peu plus vite. Là. Il y a le deuil à retardement. Ça veut dire c'est quand il y a un décalage entre la perte ou le décès et les symptômes du deuil. Ça, souvent, les gens, ils oublient ça. Genre, c'est quand même arrivé souvent dans des suivis que personne fait un deuil et comme, ben là, j'arrive pas encore à le pleurer, je le réalise pas encore. Ben, c'est parce que le deuil, il peut être à retardement. Des fois, c'est ça que je tentais de leur expliquer, c'est que, par exemple, quand la personne n'était pas dans notre quotidien, à tous les jours, ben, pour nous, c'est comme normal qu'on la voit pas un samedi soir ou un mardi après-midi. Mais que c'est souvent des moments significatifs où on l'a côtoyé, que là, on va le réaliser. Ouais. Tu sais, quand
Des fois, on va le réaliser justement quand on va voir quelque chose qui fait penser à eux, on est pogné pour le... On veut leur envoyer, puis on se dit « Ah, j'ai plus cette possibilité-là. » Puis là, c'est là que ça nous frappe. Ouais. Donc, c'est normal, faut pas avoir nécessairement peur. Tu sais, faut juste simplement comme... Faut autant accepter quand les symptômes vont survenir que accepter qu'ils ne surviennent pas tout de suite. C'est bon, ça. Puis de ne pas se juger, puis c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on ne vit pas un deuil ou que notre deuil est moins légitime ou important. Exactement, oui, vraiment. Il y a aussi le deuil déguisé. Donc ça, c'est quand on reconnaît pas le deuil comme étant la source de ses symptômes. Par exemple, je sais pas, moi, tu sais, on se sent fatigué, on se sent irritable, on se sent genre déconnecté de ses émotions, puis on se dit, ah, si je travaille, c'est beaucoup ces temps-ci. Non, peut-être que tu veux un deuil. C'est que là, en ce moment, tu attribues tes symptômes à une autre cause. Exactement, ouais. Il y a le deuil déformé, donc ça va être un deuil qui va être caché ou transformé en colère. Par exemple, ben, ça peut être transformé en autre chose. Ça peut être transformé en autre chose, c'est pas juste la colère, mais souvent la colère se cache une blessure derrière, donc on peut se questionner là-dessus. Il y a le deuil refoulé, donc c'est la tentative de cacher son deuil à son entourage. Donc là, il y a vraiment comme un effort qui est fait, là, c'est un peu plus volontaire. Puis il y a le deuil abrégé, donc c'est rapidement se lancer dans une distraction. Oui, c'est de un peu vouloir l'éviter aussi. On veut l'éviter, puis je pense que c'est parce que quand on parlait que notre futur et notre relation avec la vie est à redéfinir, quand on a un sentiment de perte de contrôle sur la mort, puis sur ce qui nous affecte, on va souvent essayer de reprendre le contrôle sur la manière que ça affecte notre performance ou notre quotidien. Donc, on cherche à éviter cette peur-là de perte de contrôle à travers d'autres prises de contrôle dans notre vie. Vraiment. Fait que ça, c'était les types de deuil, comme on peut voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc, peut-être que certains auditeurs vont avoir réalisé qu'ils ont vécu plus de deuil, tu sais, qu'ils pensaient. Puis je pense que ça peut aussi normaliser nos émotions, puis de se dire, mais c'est peut-être pour ça que je vivais une période plus difficile, parce que c'était une sorte de perte, tu sais, une sorte de deuil aussi. Exactement, ouais. Un constat qu'on avait envie de vous nommer, c'est quand deux personnes vivent un deuil différent, mais pour la même perte. Ouais. Par exemple, on est sœurs, puis notre père vient, notre père, notre mère, peu importe, vient de décéder. Donc, on vit le même deuil pour la même personne, mais le deuil, on le vit différemment. Par exemple, toi, peut-être que ça peut être, je vais nommer des types de deuil, peut-être que toi, c'était un deuil d'anticipation parce que tu savais que un de nos parents était assez âgé, puis tu t'en doutais, puis peut-être que pour moi, c'est un deuil cumulatif parce que dans ma vie personnelle, j'ai vécu beaucoup de deuil. Ben, on va pas le vivre de la même manière, mais ça peut créer une distance entre nous deux. Ça peut faire en sorte que moi, je vais moins te comprendre ou je vais te dire, mais pourquoi toi tu le vis comme ça? Tu devrais pas, parce que je vais vouloir que tu le vives comme moi. Donc ça, on peut vraiment avoir des incompréhensions, se sentir, c'est ça, différent, on le vit pas de la même manière. Peut-être que toi, tu vas dire, mais tu sais, pourquoi après un an, tu pleures encore autant? Donc c'est tout un peu des questionnements ou un constat, je pense, important à se rappeler que ce n'est pas parce qu'on vit la même situation qu'on est obligé de le vivre de la même manière. Parce qu'on est deux personnes entièrement différentes. Puis souvent, toi, tu vas avoir eu une relation différente avec un de tes parents, puis moi, je vais avoir eu une autre relation. Exactement. Ben, j'aime beaucoup ton exemple, la fratrie, parce que c'est vrai qu'une fratrie va le vivre vraiment, vraiment différent parce que les relations que, par exemple, une personne a avec son parent versus son frère ou sa sœur, c'est vraiment, vraiment différent. On n'a pas le même regard. Puis souvent, tu sais, dans une fratrie, tu sais, je parlais comme que le deuil d'un parent, d'un mauvais parent ou d'un parent absent va être dur aussi à vivre. Parce que le deuil d'un mauvais parent, d'un parent absent, ça va être la fin de la possibilité que son parent se rachète, ou que les choses s'améliorent ou qu'il s'excuse. Mais ça fait en sorte que si, par exemple, une personne a eu cette relation-là avec un parent, mais pas son frère, par exemple, ça représentera pas la même chose. Puis ça va être
Ça va être différent. Parce que peut-être que son frère, lui, pour lui, le parent, il l'a accepté, ça s'est bien passé, tout ça. Donc, pour lui, ça va être, non, on parle pas en négatif des morts. Ne salis pas mon parent. Là, tu as encore moins le droit de le faire que quand il était en vie. Ouais. Parce que là, la personne, elle vit de la colère, elle vit de l'injustice. Dans le décès de la personne, c'est plus jamais la personne va pouvoir s'excuser ou réparer ce qui a été brisé. Plus jamais, tu sais, ça nous a échappé dans cette relation-là. Donc, ouais, ça va souvent créer des tensions. Puis, tu sais, le besoin de soutien puis de communauté à travers un deuil va souvent être mis à risque quand les deuils sont vécus différemment. 100%. Puis je pense aussi que certaines personnes peuvent vivre de l'évitement, tu sais, en lien avec le deuil, puis peut-être que l'autre personne va pas en vivre. Puis par rapport à ça, c'est quoi, tu vois, toi, comme intervenante, la place de l'évitement dans les deuils? Je pense justement qu'on va... ça va être dur de faire le deuil. Parce qu'en fait, on a encore l'idée que le deuil, c'est quelque chose qui a un début puis qui a une fin. Puis, une fois qu'on le vit, on réalise que cette pensée-là, au niveau que le deuil doit finir, elle nous nuit. Donc, des fois, la meilleure manière qu'il y ait d'avoir une finalité au deuil, c'est de le mettre le plus loin possible. Ouais. Tenter de l'éviter beaucoup aussi. Puis en fait, ce qui est difficile aussi par rapport à l'évitement, parce que l'évitement va aussi être, je pense, encouragé par comment on le vit actuellement. Là. Souvent, dès qu'une personne, là je vais parler de la mort, dès qu'une personne décède, on doit organiser ses funérailles, on doit organiser, trier ses papiers, on doit... Puis tout ça, ça favorise un évitement. 100%. Directement, dès que la personne décède, si tu es une personne très proche, puis que c'est à toi de t'occuper des funérailles avec les autres proches, bien rapidement, on se met au travail, puis OK, on va rencontrer la maison funéraire, on fait ces démarches-là, OK, la banque, tout ça, il y a tellement de choses à faire que ça nous met, sans qu'on veuille, ça nous met dans un moment d'évitement, puis on sait que ça peut prendre du temps, tu sais, en lien avec les banques, les caisses, tout ça, là, je sais plus comment ça s'appelle le terme, mais je sais que ça peut prendre comme 1 an là, avant d'avoir la... Oui, je sais vraiment plus, j'ai jamais vécu personnellement moi ça, mais tu sais, je l'ai vu quand mes grands-parents sont décédés, mon père puis ses frères et sœurs, de devoir s'occuper de toute la paperasse, c'est demandant, puis ça prend du temps. Ça prend du temps, puis on l'évite, puis souvent, c'est par exemple, si je parle justement là, de la planification, comme je sens avec la maison funéraire et tout, c'est que la personne arrive, puis le moment où elle reçoit le plus de soutien, c'est-à-dire lors justement des funérailles, tout ça, ben c'est le moment où comme elle n'est pas encore réceptive à ça, elle est occupée à penser à l'organisation des choses et tout, puis une fois que c'est derrière elle, c'est là qu'elle aurait besoin de soutien. Ouais. Puis souvent, c'est là qu'il y en a moins parce que les autres le voient pas, puis... 100%, tu sais, si je peux donner un exemple, quand mon grand-père est décédé, tu sais, ça a beaucoup été ça. J'ai senti un gros soutien sur le moment, ce que j'ai tellement apprécié. Mais après les funérailles et tout, parce que même si j'ai pas fait la grosse paperasse, tu sais, je me suis quand même investi tout ça pour organiser qu'est-ce que je pouvais faire. Après, c'est comme si là, j'ai fait parce que moi, j'allais toujours voir chaque dimanche mon grand-père. OK, là, chaque dimanche, je pourrais plus aller le voir. C'est là que j'ai tout ressenti. Puis à ce moment-là, ben, il y avait moins de personnes, tu sais. Il fallait que tu ailles, toi, chercher le soutien plutôt que lui vienne vers toi. Oui, mais ça, je pense qu'on va, on va donner un peu des conseils, là. En lien, c'est ça, avec demander de l'aide. Je pense que ça peut faire un lien avec notre dernier sujet pour cet épisode, qui est un peu notre boîte à outils pour les jours difficiles. Puis avec qu'est-ce que je viens de dire, premièrement, quand tu ressens que tu as besoin d'un soutien, de le dire, parce que parfois, certaines personnes vont pas nécessairement le réaliser qu'il y a un besoin qui est là. Un truc, ça peut être de dresser une liste des personnes à qui on a confiance, qui nous aiment, puis qu'on sait qui sont là pour nous aider quand on a besoin, puis d'aller leur demander, de leur dire « Présentement, j'ai besoin que tu sois là pour moi ». Donc, de ne pas avoir peur
de le demander. Non, c'est ça, exactement. Puis de remettre en question, tu sais, quand je parlais un peu plus tôt que le deuil, il n'y a pas une fin définie à ça, là. C'est que ça va évoluer avec le temps, puis ça va être différent d'une personne à l'autre. Ben, peut-être justement des gens qui vont comprendre ça. Des gens qui, après, par exemple, 2 ans, tu sens qu'ils ne t'invalideront pas. Ils vont t'offrir l'aide nécessaire. Ils vont vraiment comprendre que ça prend le temps que ça prend. Je dirais aussi quelque chose qui peut aider pour les journées qui c'est un peu plus difficile, c'est d'aller marcher dans la nature. Je trouve que les pensées sont toujours plus fluides et douces quand on marche que quand on est statique, par exemple. 100%. On peut aussi avoir, en fait, prendre un bain. Un bain chaud, ça nous fait vraiment aussi relaxer, tu sais, physiologiquement. Puis ça nous aide à bien se reposer. Oui, la détente des muscles. Suivre une routine quotidienne et bien s'alimenter. On peut avoir l'impression que c'est flou notre vie puis notre quotidien après, puis c'est important. C'est pour ça que c'est important d'avoir comme des petites routines. Tu sais, des fois, juste comme le matin, tu prends ton café, tu le bois sur ta galerie, par exemple. Donc, de retrouver un peu des petits moments que tu peux te rattacher à... Une forme de structure, en quelque sorte. On a aussi de réduire au minimum la prise de décision. Ben, parce que dans ces moments-là, ça se peut que notre jugement, il soit altéré, tu sais, qu'il soit brouillé. Donc, de se dire, hey, présentement, tu sais, si j'ai vécu une perte, ben, c'est peut-être pas le moment de décider, mettons, c'est peut-être pas le temps de décider où je vais déménager prochainement, tu sais. Là, j'ai donné un petit exemple. Exactement. Elle peut prendre des grosses décisions. Par contre, je spécifie que puisque le décès ou la perte, ça amène je dirais un changement dans notre vision du monde. Des fois, ce changement-là, cette lucidité-là, ça nous permet de prendre des nouvelles décisions qui sont bienveillantes aussi. Donc, oui, réduire au minimum, peut-être dans le début, mais après, on peut les suivre un peu, là, ça peut être intéressant. Ensuite, s'entourer d'êtres vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, pour rester en contact avec la vie. Oui. C'est très intéressant. Encore une fois, on va parler du classique journaling, mais en fait, d'écrire son vécu dans son journal personnel. Oui, ben un de mes livres préférés d'ailleurs là, à ce sujet-là, c'est Veuf de Jean-Louis Fournier, que justement, ça a été le journal de M. Fournier après le décès de sa femme. Et on voit comme l'évolution, comment le deuil est vécu. C'est une de mes plus belles lectures, ce livre-là. Je le trouve tellement beau. Mais... est beau parce qu'entre autres, il écrit bien, mais l'aspect très, très, très profond, très humain des deuils est tellement intéressant. Puis, tu sais, là, on le voyait justement, l'évolution, comment le deuil changeait avec le temps, en même temps que lui se changeait là-dedans. C'est vrai qu'après ça, on peut relire, puis on peut voir l'amélioration là, qu'on a eu. Oui, vraiment. Aller en massothérapie, recevoir un massage. Tu sais, tu parlais tantôt avec le bain, mais genre c'est important aussi de donner du repos à notre corps. Oui, puis souvent on peut être plus tendu là, quand on vit les émotions plus intenses. On a aussi aller au cinéma, s'exprimer par les arts, faire du sport, donc tout un peu des activités là, qu'on aime faire qui nous font du bien. Vraiment. Partager l'expérience avec quelqu'un qui a vécu la même situation, ça c'est important aussi. Ensuite, on a, en lien avec ça, ça peut être de participer à un groupe de croissance ou de soutien, de sentir qu'on n'est pas seul, puis que d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement notre entourage, tu sais, qui ont vécu une telle situation, des fois, ça peut nous aider aussi, là, de pouvoir se libérer à d'autres personnes, mais sans que ce soit quelqu'un qu'on connaissait déjà ou qu'on était déjà très proche. Absolument. Que la personne, à la fois, son regard sur nous est moins important parce qu'on ne la côtoie pas dans notre quotidien, mais en même temps, il y a une partie d'elle qui comprend ce qu'on a vécu. Donc là, ça crée vraiment, pour vrai, je peux vraiment juste recommander aux gens là, d'aller dans des groupes de soutien pour les deuils. Puis il y en a dans pas mal toutes les régions quand on cherche, fait que ça, c'est positif. Se donner le droit d'être souffrant. Se donner le droit d'être souffrant même quand ça a commencé à aller mieux, par exemple. Oui, exactement. Puis notre dernier conseil dans notre boîte à outils, se donner le droit de profiter des moments agréables à travers la souffrance. Ça, je trouve ça tellement important parce que, l'an passé, j'ai fait un groupe là, de soutien pour les personnes endeuillées par suicide. Puis, nous, ça, on le nommait que tu peux avoir des beaux moments, même si tu vis un deuil. Puis, il faut que tu aies des beaux moments aussi. Tu sais, si tu es toujours dans la tristesse, dans les moments difficiles, ça va être difficile après ça de t'accrocher à ce qui te fait du bien.
Donc oui, toutes ces émotions-là sont valides, il faut les vivre, mais il faut aussi vivre les moments plus beaux, puis essayer d'en profiter pour retrouver du positif. Puis c'est pas parce que tu ris aux éclats que t'es plus triste ou que ton deuil est officiellement terminé, là. Vraiment, s'autoriser ces zones-là, puis tu sais, ne pas les vivre avec culpabilité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais... Je pense de se le rappeler. Oui. Se rappeler, puis si les gens de notre entourage nous disent non, t'as le droit, ben peut-être qu'une partie de nous va commencer à y croire un petit peu, de plus en plus. 100%. Ben, quel bel épisode, Sandrine! Ouais. Ben merci beaucoup, Laetitia, pour l'épisode, puis on se dit à dans 2 semaines.